Je voudrais qu'on s'arrête sur ce qui nous est apparu comme une débandade dans le corps des officiers russes. Jade Partouche, vous nous rejoignez. On a noté des défections en série. Et des défections, alors on a parlé des désertions, là on parle de défections, c'est-à-dire des officiers qui ouvertement vont vers l'ennemi. De qui s'agit-il? Alors le dernier en date, vous allez découvrir son visage, c'est lui. Ces images-là que vous voyez, elles datent d'il y a 2 jours. Alors lui s'appelle Danil Alfiorov. Il s'est enfui de Russie avec 11 de ses camarades. Il collabore avec les services de renseignement ukrainiens depuis le mois de juin. Et il s'est exprimé dimanche. Je vous laisse l'écouter. Le témoignage est extrêmement rare. Écoutez. Au départ, nous devions quitter l'île en bateau. Mais ils ont été détruits, donc nous avons dû traverser le marais. Notre unité est constituée d'équipes d'assaut, composées elles-mêmes de condamnés. En tant qu'officier, j'avais vraiment l'impression d'être un sergent. Plus nous avions de blessés, plus le moral des troupes baissait. Dans l'unité, nous avions des migrants. Ils espéraient déserter. Pour tenter d'améliorer la situation, le commandant de bataillon a créé une soi-disant unité chargée de capturer les contestataires. Ils étaient jetés dans des fosses ou attachés aux arbres. J'étais le seul officier d'état-major à comprendre quelque chose en stratégie militaire. J'ai réussi à évacuer 3 groupes, soit un total de 11 personnes. Alors à ce sujet, les forces ukrainiennes communiquent ainsi. Lorsque la vie d'Alfiorov a été menacée, en l'occurrence les forces russes ont fait savoir qu'il cherchait à tuer justement le lieutenant, eh bien l'Ukraine a mené une opération spéciale pour son retrait. Une façon là en fait d'inciter les soldats russes à la reddition, et force est de constater que la liste s'allonge parce qu'avant Danil Alfiorov, il y avait déjà 4 cas connus de capitaines ou de lieutenants qui se sont rendus. Pour vous citer leurs noms: le capitaine Kousminov, le lieutenant Gavrichenko, le lieutenant Vassilev et le lieutenant Michov. Pour le premier, le capitaine Kousminov, ça a été assez spectaculaire. On en avait parlé, il a fait défection en août. Il avait quitté la Russie avec son hélicoptère. Il s'était rendu en Ukraine. Les forces ukrainiennes avaient d'ailleurs très largement communiqué à ce sujet. Les images que vous allez voir, par exemple, c'est un documentaire qui a été tourné justement pour communiquer là-dessus. Pour info, la Rada, donc le Parlement ukrainien, a même voté une loi qui permet de donner des primes aux soldats russes qui s'échapperaient de Russie avec du matériel. Le second, c'est le lieutenant Gavrichenko qui a fait défection, lui, le mois dernier, donc en septembre. Il a profité de vacances en famille aux Émirats arabes unis pour se rendre à l'ambassade américaine et proposer ses services. Selon le Pentagone, il aurait déclaré qu'il refusait de se battre et qu'il s'était dit prêt à coopérer. Le troisième, Anton Vassilev, qui aurait, encore une fois, selon les informations du Pentagone, inspiré le précédent. Lui, donc, est lieutenant, il serait pilote de combat et a quitté la Russie, vit maintenant à Los Angeles. Et enfin, le quatrième, le lieutenant Michov, qui a fait, lui, défection en Lituanie. Selon le conseiller ukrainien aux affaires étrangères, il y aurait même un autre pilote russe qui s'est échappé de Russie. On n'a pas d'informations complémentaires. Ce qui est sûr, c'est que la liste s'allonge. Je vous dire un chiffre précis, j'en ai pas trouvé, donc je peux pas vous en donner. En l'occurrence, il y a une plateforme qui a été ouverte, une hotline qui a été ouverte en septembre dernier, qui s'appelle Je veux vivre, qui incite les soldats russes à se rendre. Il y a ce clip posté par les forces ukrainiennes qui a été posté également le mois dernier. Le but, favoriser les redditions. Selon les autorités ukrainiennes, bien sûr, à vérifier, chaque reddition entraînerait un boom d'appels sur justement cette hotline. Et il y avait d'ailleurs eu un boom, avaient dit les Ukrainiens, après la défection du pilote en hélicoptère. Il faut ajouter, parce que c'est important, c'est que le GUR, l'unité russe, a dit avoir été chargé d'assassiner Kousminov pour sa trahison. Ils le font savoir très bruyamment. Il va y avoir une chasse à la défection. Une défection chez des officiers. Je vous demandais tout à l'heure, alors c'est une question un peu vaste, mais qu'est-ce qui pousse à la défection, un officier? Un officier comme n'importe quel soldat, au passage, mais on se bat parce que, au moins d'abord parce qu'on se bat, on prend des risques, le risque de mourir, le risque également de tuer, ce qui n'est pas naturel non plus, parce que d'abord il faut une bonne raison.
La défense de la patrie, c'est une bonne raison. Je ne suis pas sûr que parmi les prisonniers dont il était question tout à l'heure, le bataillon de prisonniers, ils soient forcément super motivés, ce soit leur motivation première. Et puis un deuxième élément, il faut qu'on ait le sentiment que ça serve à quelque chose, qu'il y ait des résultats. Je veux dire, si vous y allez, vous faites tuer vos hommes et que ça donne rien, au bout d'un moment, vous commencez à vous poser des questions, à douter et à ne plus y aller et éventuellement, au bout du bout, peut-être changer de camp, donc soit vous constituez prisonnier parce que vous en avez marre. On parlait de l'usure des opinions publiques, mais il y a aussi une usure des soldats qui sont engagés depuis plus d'un an, maintenant 1 an et demi dans des combats. Maintenant, ce qui est important, c'est de voir, ce qu'on voit, c'est que, d'abord, ça reste quand même assez marginal. Vous avez quelques officiers de rang, des lieutenants, des capitaines, c'est pas des généraux. Quand vous commencerez à avoir des généraux qui passent à l'ouest, parce que ça revient un peu à ça, c'est sensiblement le même phénomène. C'est-à-dire quand vous aurez beaucoup de gens qui commenceront à passer à l'ouest, là, vous pouvez vous dire, là, il y a un phénomène, il y a quelque chose qui est en train de se passer, une désagrégation. Et comme à l'époque de la guerre froide, vous constatez qu'il n'y en a pas beaucoup qui passent à l'est. Inversement, on n'entend pas parler d'Ukrainiens qui ont fait des défections. Il y a eu des complices, il y a eu des complicités au début de la guerre qui ont facilité les opérations russes. Ça, c'était prévu, des gens infiltrés. Mais actuellement, non. Cette désagrégation, elle a lieu plutôt du côté russe. Mais j'y reviens, pour l'instant, ça tient. Ça fait depuis le début de la guerre qu'on se pose des questions sur le moral de l'armée russe, où on entend des déclarations de gens qui disent voilà, ça va pas, c'est pas possible, on n'en peut plus, etc. Et puis, en fait, ça tient quand même malgré tout, toujours. Donc ça... Dans votre histoire personnelle militaire, vous avez connu comme ça des officiers qui se posaient des questions sur la justesse de leur cause et qui envisageaient soit de rendre le tablier, soit de passer à l'ennemi? Alors, de passer à l'ennemi... Parce que là, ils passent à l'ennemi. Alors, ils n'ont peut-être pas le choix. Soit ils passent à l'ennemi, soit ils sont tués. Donc... Non. Je veux dire, tous les ennemis que la France a combattus depuis 60 ans, des groupes djihadistes ou des choses comme ça, bon, je connais assez peu d'officiers qui se disent tiens, je vais rejoindre l'État islamique. Mais il y a eu suffisamment de Français pour le faire. Oui. Ils n'étaient pas militaires. Non, pas forcément de militaires. Mais en revanche, oui, quand on se pose des questions sur l'intérêt de la chose. Moi, j'étais engagé au Rwanda en 92, donc avant les massacres, avec l'opération Noroa. Il n'y a pas une journée, je me demandais, au fait, pourquoi on est là, quoi. Quels intérêts on défend, pourquoi on est là. Et c'est bon, ça n'empêchait pas de remplir la mission, mais on peut, au bout d'un moment, se poser des questions. Et si, en plus, ça s'accompagne, ou quand j'étais casque bleu à Sarajevo, c'était encore bien pire, en réalité, où vous voyez des missions stupides, quand vous avez comme mission à l'aéroport mission des soldats français qui tenaient l'aéroport de Sarajevo, c'était d'empêcher les gens de fuir. Donc tout le soir, vous avez des soldats français qui voyaient arriver des mamans avec leurs enfants qui essayaient de s'enfuir de la ville assiégée, qui recevaient des centaines d'obus tous les jours, et on leur disait non, vous restez là, vous restez à l'intérieur de l'enfer. Et donc oui, au bout d'un moment, vous vous dites mais attendez, c'est quoi qu'est-ce que je fais, quoi. Et si vous remplissez pas la mission, vous vous faites sniper, c'est-à-dire vous vous faites flinguer par les tireurs d'élite serbes, etc. Enfin, on est dans l'absurdie, quoi. Bon, là, oui, on peut se poser de très sérieuses questions sur pourquoi on fait ça. Voilà, maintenant... Le passage à l'acte est moins... Oui, alors défection, après, vous avez des gens qui auront par exemple, c'est arrivé, même à l'époque de Yougoslavie... Qui sont passés chez les Serbes. Voilà. Ouais. Pardon ? Alors, il y en a eu 1 ou 2 qui sont passés chez les Serbes à cette époque-là. Oui, un ou 2 quoi ? Des soldats français. Soldats français. Alors souvent qui ont pris fait et cause pour la cause serbe. Pour la cause serbe, oui, il y a des Français qui sont partis. Vous avez des légionnaires français aussi d'origine serbe qui avaient un peu tout sur le camp à défendre. Vous avez des officiers français qui ont renseigné les Serbes parce que leur sympathie allait plutôt de ce côté-là. De la même façon que vous avez des officiers français qui ont été retournés, qui renseignent les Russes, bien sûr. Voilà, maintenant, je n'ai pas entendu parler non plus d'officiers français passant à l'Est, complètement à l'Est et allant se réfugier à Moscou.